C'est l'heure de notre café politique et il me fait plaisir de retrouver nos collègues du café politique, Jacques Poitras à Fredericton. Bonjour, Jacques. Bonjour. Et à Caraquette, François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle. Bonjour, François. Bonjour Martine, est-ce que c'est moi ou le plus important événement politique de la dernière semaine, peut-être même des dernières semaines, c'était la finale Canada-États-Unis d'hier soir dans la confrontation des quatre nations. La table avait été mise le matin avec, d'abord Donald Trump, le président, qui avait appelé l'équipe américaine pour leur souhaiter bonne chance. Sa porte-parole à la Maison-Blanche qui avait annoncé aussi que les États-Unis allaient l'emporter sur ce qui sera très bientôt notre cher 51e État, c'est ce qu'elle a dit. Le vice-président Vance qui s'en était mêlé lui aussi avec une déclaration à la blague, cela dit, mais une vraie blague en riant, là, que si le Canada perdait, il allait avoir des tarifs plus élevés. Mais finalement, le dernier mot, il est revenu au premier ministre Justin Trudeau après la victoire du Canada, après le but de Connor McDavid, qu'on n'oubliera pas de sitôt. Il a bien capturé l'esprit du moment, M. Trudeau, en tweetant sur le réseau social X, « Vous ne pouvez pas prendre notre pays et vous ne pouvez pas prendre notre sport. » Ah, c'est extraordinaire et c'est sûr qu'on allait en parler, chers amis. Puis Jacques aussi, vous avez saisi toute la symbolique là, de ce qui est bien plus qu'un match de hockey. Là. Absolument. Le militaire allemand du 19e siècle, Clausewitz, a dit « La guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens. » Je pense que le hockey est la poursuite de la politique par d'autres moyens aujourd'hui. Et ce matin, on voit sur les médias sociaux qu'on renomme, certains Canadiens renomment le golfe de Mexique le golfe de McDavid. OK, là, celle-là, je ne l'avais pas vue encore, mais il y en a de très, très bonnes dans les réseaux sociaux ce matin. Bref, oui, tout est politique, surtout dans un contexte de tension comme celui qu'on vit à l'heure actuelle avec les États-Unis. Mais oui, le Canada a eu le dernier mot, en tout cas pour l'instant. Bon, on y va des sujets choisis pour cette semaine. Et on commence, et je vais débuter avec vous à Fredericton, Jacques Poitras, par ce congé de taxes de vente harmonisées pour la construction de nouveaux logements. J'en parlais avec le ministre Riquet ce matin. De très grandes ambitions là, pour arriver à fournir suffisamment d'adresses pour la demande au Nouveau-Brunswick. Oui, et on savait depuis longtemps que cette congé du taxe venait. C'était une promesse électorale dans la plateforme. Et David Hickey a donné des indices de cette annonce dans l'automne, pendant les audiences sur la CAP, le plafonnement sur les loyers. Il disait qu'il allait avoir quelque chose dans la nouvelle année pour les propriétaires qui étaient un peu dérangés par l'idée du CAP. Alors... C'était urgent, mais maintenant, il faut questionner si la province est derrière la courbe. Est-ce qu'on dit ça en français? Derrière la courbe encore? Parce qu'on voit maintenant avec la baisse des chiffres d'immigration, la baisse les arrivées ailleurs au Canada, on commence à prévoir que peut-être la demande pour des loyers va commencer à diminuer. Cette congé-là va coûter 20 millions de dollars cette année, une autre 30 millions de dollars l'année prochaine. Est-ce que la nécessité sera là dans une autre 3 ans pour cette énorme dépense? On ne sait pas. Mais pour l'instant, je pense que le gouvernement avait promis de faire quelque chose et il veut agir. Et alors, c'est un autre engagement qu'ils respectent de leur campagne électorale. Alors, est-ce trop peu, trop tard? Est-ce qu'on est à la remorque, François? Je vais vous faire une confidence, Martine. Comme éditorialiste, on me dit parfois que je ne suis jamais content, que je suis jamais satisfait, que je critique tout le temps. Et je me souviens, en avril 2021, j'avais dénoncé en éditorial le gouvernement de Blaine Higgs. Il avait augmenté le salaire minimum de 5 cents de l'heure. Sauf que quelques mois plus tard, il tombait dans l'autre extrême et annonçait 2 hausses consécutives du salaire minimum de 1 $ de l'heure 2 fois pendant l'année. Et j'avais écrit que pour les travailleurs, c'était bien, mais pas un choc brutal pour les entreprises. Bref, j'avais content. Et je me sens un petit peu comme ça avec le congé de TVH accordé par Susan Holt. J'ai dénoncé par le passé en éditorial l'inaction du gouvernement Higgs. J'ai dénoncé aussi l'inaction du gouvernement fédéral de Justin Trudeau jusqu'à ce qu'il finisse par délier les cordons de la bourse. Mais en même temps, je m'interroge aujourd'hui à savoir si l'annonce de Mme Holt, si elle était nécessaire. Les milliards de dollars coulent à flot. Il se passe rarement plus que 2 semaines sans qu'une annonce de subvention et de construction de nouveaux logements ait lieu. On l'a vu hier encore à Dieppe, là, avec une annonce de 7 millions de dollars.
Est-ce que c'était nécessaire à ce point-ci pour que le gouvernement Holt d'ajouter un congé de taxes de vente provinciale? Est-ce que ça va avoir un impact sur le nombre de chantiers? Est-ce qu'il y a des chantiers qui n'auraient jamais débuté, même avec l'argent d'Ottawa, mais que là, ils vont aller de l'avant maintenant que Fredericton ajoute le cadeau? Le gouvernement Holt n'a pas fait la démonstration que ce sera véritablement le cas. Et ça survient, comme Jacques l'a bien expliqué, alors que le gouvernement est aux prises avec un important déficit budgétaire, que la menace de ralentissement économique provoquée par les tarifs Trump court à l'horizon. Je m'interroge à savoir si c'est une bonne idée ou pas, mais c'est une promesse et une promesse respectée. Merci. On passe au prochain sujet du Café politique de cette semaine. Il semble, François, je vais commencer avec vous, que tout le monde soit d'accord, que ce soit du côté des employés, des municipalités, des premiers intervenants, mais aussi du côté de la direction d'Ambulance Nouveau-Brunswick. On doit revoir le modèle d'intervention au Nouveau-Brunswick. François. Quelque chose doit changer parce que Ambulance NB s'embrouillait à pleine allure vers le mur. Là. Deux nouvelles intéressantes qui sont sorties à ce sujet-là cette semaine. Bon, la première, c'est un groupe formé de l'Union des municipalités, les chefs pompiers, l'Association des paramédics, qui, eux, ont exigé une réforme des services paramédicaux. Beaucoup de frustrations qui ont été exprimées dans ce dossier-là, notamment que les paramédics en milieu rural doivent souvent se rendre en remplacement en ville, laissant ainsi leur région sans couverture d'ambulance. Les pompiers, eux, ont exprimé leur préoccupation d'être plus ou moins considérés comme des ambulanciers de remplacement, même s'ils ne sont pas nécessairement formés pour s'occuper de certaines urgences médicales, en attendant que Ambulance NB puisse envoyer quelqu'un, souvent plusieurs heures plus tard. Et l'autre nouvelle importante, c'est ça, c'est la direction d'Ambulance NB qui avoue tout bonnement ne plus être en mesure de suffire à la demande. La fameuse cible de répondre aux appels d'urgence en 9 minutes ou moins en région urbaine, en moins de 22 minutes en région rurale, à 90% du temps, Ambulance NB n'y arrive pas. Et la raison est simple, le nombre d'appels explose, alors que à raison de la hausse de la population, le vieillissement, mais le nombre de travailleurs paramédicaux, lui, il stagne. Et je suis convaincu que la première ministre, Susan Holt, et son ministre de la Santé, John Dornan, suivent le dossier de près. En tout cas, je leur souhaite, parce que c'est le genre de dossier, cette ambulance, qui peut beaucoup nuire à la longue à un gouvernement. Là. Rappelez-vous la campagne de 2014. Là. Ambulance NB avait été un enjeu électoral, la pénurie de personnel, les relations de travail et finalement les obligations linguistiques. Et tout ça, ça avait contribué à couler Brian Gannon et son gouvernement. C'est bien vrai. Cette semaine, au compte public, c'est intéressant ce qui en est ressorti, Jacques Poitras, puis je discutais de ça avec un porte-parole de l'Association des paramédics qui disait, bien, vous savez, ultimement, le contrat se négocie avec la province. Alors, c'est au gouvernement Holt de décider comment et ce qu'on va vouloir voir dans le prochain contrat. Absolument. Puis le gouvernement Higgs parlait pendant 2 ou 3 ans de renégocier, de réouvrir le contrat puis faire des changements à cause des problèmes qui existaient, mais c'est jamais arrivé. Pendant plusieurs années, on a vu les autres fonctionnaires d'Ambulance NB qui étaient au comité qui disaient bien, on essaie, on peut, on fait l'effort, on est sur la bonne voie. Soudainement, le ton a beaucoup changé cette année. C'était ma perception. Que maintenant, le message est beaucoup plus sévère, sérieux, qu'ils ne peuvent pas atteindre cette cible de 90 vraiment la plupart du temps. Et le PDG, Craig Dalton, ne parle pas de l'abandonner nécessairement, mais il n'exclut pas la possibilité de l'abandonner. Il parle de le mettre ensemble avec des autres cibles, comme les résultats pour le patient. Mais comment on peut mesurer la santé d'un patient et dire si son résultat était à cause de le voyage en ambulance au lieu de le soin qu'ils ont reçu à l'hôpital. Et M. Dalton avoue que c'est difficile, c'est un défi pour dire si c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Alors, le fait, c'est que Medavie est payé des primes quand ils atteignent cette cible-là. Le cible, on ne peut pas l'atteindre, alors il parle de changer la cible. C'est pas une coïncidence. En effet. Passons au troisième sujet. Est-ce qu'on a une course à la succession de Justin Trudeau ou est-ce qu'on a un couronnement? Dominique Leblanc, on attendait de voir de quel côté il allait loger. Et je dois dire que c'est pas très surprenant de l'entendre. Et je vais commencer avec vous, Jacques, appuyer lui aussi, à son tour, Mark Carney. Alors que des sondages commencent à s'inscrire dans une tendance, Jacques, en faveur de M. Carney.
Absolument. Je n'étais pas surpris par la décision de Dominique Leblanc parce qu'il est quelqu'un qui croit beaucoup dans la loyauté. Et Chrystia Freeland, malgré le fait que c'était peut-être nécessaire ce qu'elle a fait, elle a fait ça envers le chef Justin Trudeau, qui est une amie de longue date de Dominic Carty. Alors, j'ai jamais cru que j'allais voir Dominic Carty appuyer Chrystia Freeland. Mais l'autre chose, c'est que Mark Carney est un peu le candidat presque créé pour ce moment, avec l'affaire de Trump, quand on parle de comment transformer l'économie canadienne, peut-être faire une réorientation. Un ancien gouverneur du Banque du Canada, c'est quelqu'un qui connaît le dossier. N'oublie pas qu'il était aussi le gouverneur de la Banque de le Royaume-Uni. Au moment où l'impact du Brexit frappait le pays, et Brexit était une petite population qui séparait d'un libre-échange vraiment avec une grande population juste à côté. Alors, il y a des parallèles très intéressants avec la situation où on se trouve maintenant. Je pense que M. Carney a un momentum inévitable maintenant. Ça a l'air qu'il va gagner facilement. Vraiment, la question, c'est comment est-ce que les conservateurs vont l'attaquer et est-ce qu'il va les donner du temps à l'attaquer ou est-ce qu'il va déclencher des élections fédérales presque immédiatement après le résultat de la vote le 9 mars? Ça fait un petit lapsus intéressant. Vous avez dit Dominique Carty au lieu de Dominique Leblanc. Oh, mon Dieu! Il y a tellement de Dominique on le salue. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, d'ailleurs, dans le contexte actuel, on ne sait jamais, avec quelque chose d'autre. Je vais vers vous maintenant, François Gravel. Est-ce qu'on assiste à une Carney-manie? Oui, il y a une course à la direction du Parti libéral, de la même manière qu'il y avait une course à la direction du Parti conservateur entre Pierre Poilievre et Jean Charest. Mais bon, une course, on a vu l'ampleur de la victoire de M. Poilievre. Je ne sais pas si ça va être la même chose en ce qui a trait à Mark Carney, comparativement à Chrystia Freeland, Karina Gould et les autres, mais je crois qu'on peut dire qu'il s'enligne vers une victoire très décisive, très importante. Ça va bien pour M. Carney, ça va bien pour le Parti libéral du Canada, qui est en train de ressurgir d'entre les bords, là, pratiquement. Ça va bien pour Justin Trudeau aussi, qui vient de lancer son projet de TGV entre Québec et Windsor, qui rêve à son héritage et qui peut à nouveau espérer de ne pas passer à l'histoire comme le premier ministre qui est parti trop tard et qui a mené sa formation politique au désastre électoral. Je pense qu'à ce point-ci, rien du tout ne peut empêcher Mark Carney de devenir le prochain chef du Parti libéral et prochain premier ministre du Canada. Dominique Leblanc, c'est un peu le dernier clou dans le cercueil de Chrystia Freeland et de Karina Gould. Leblanc qui a annoncé son appui à M. Carney. On connaît son influence au sein du caucus, on connaît son influence, M. Leblanc, au sein du parti de façon plus générale. Avec son appui à M. Carney, je ne vois plus de scénario où il pourrait perdre cette course-là. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, ce sont les sondages qui révèlent les uns après les autres maintenant que le Parti libéral dirigé par Mark Carney se retrouve nez à nez dans les intentions de vote avec le Parti conservateur. On va attendre là avant de C'est un revirement, oui. C'est un revirement extraordinaire. Ça serait en fait, là, selon moi, un des grands revirements de situation de l'ère moderne en politique canadienne, si jamais le Parti libéral devait trouver une façon, avec Mark Carney à sa tête, de livrer une lutte au Parti conservateur ou même de l'emporter, parce qu'on est dans ces genres de discussions-là tout de suite présentement. Mais dans tous les cas, ce que ces intentions de vote me disent aujourd'hui, c'est que Mark Carney, s'il devient chef et premier ministre d'ici très peu de temps, il ne perdra pas de temps avant de déclencher des élections. Ça va aller très vite. Oui, c'est mon Il faut juste ajouter aussi qu'avec la le vote populaire, les libéraux l'ont perdu dans les 2 dernières élections, mais a gagné plus de sièges. Alors, des sondages nez à nez pourraient produire une minorité libérale ou même une majorité libérale avec l'efficacité du vote libéral. Ce sera vraiment déterminant si, oui ou pas, on va directement en élection ou pas quand on rentrera aux communes. Et franchement, on manque pas de sujet là, pour nos cafés pour les prochains mois avec tout ce qui se passe en ce moment. On va passer justement à vos cafés. À qui vous voulez les décerner cette semaine? Tiens, on va aller dans la capitale en premier. Jacques Poitras.
Oh, café sucré pour Tim Ingram, le lobbyiste, Tom Ingram, je veux dire, le lobbyiste américain républicain qui est engagé par la province pour représenter leurs intérêts à Washington pendant toute cette affaire avec les tarifs pour 19 000 $ américains par mois. J'aimerais juste inviter M. Ingram pour venir prendre un café au Happy Baker de Fredericton pour jaser un peu le travail qu'il fait. Et aussi un café sucré pour Kim Adair McPherson, notre ancienne vérificatrice générale qui occupe maintenant ce poste-là à la Nouvelle-Écosse, où le gouvernement Houston a présenté un projet de loi cette semaine pour enlever certains de ses pouvoirs qui permettraient au gouvernement de garder secret ses rapports. Une mesure vraiment antidémocratique. Et Kim Adair McPherson dit qu'elle ne peut pas fonctionner avec cette loi et elle veut que le gouvernement le retire. Alors, elle se lance en combat avec le gouvernement Houston. Ça va être très important de surveiller comment ça déroule. Intéressant. Vos cafés, mon cher François Gravel? Oui, les conservateurs en Nouvelle-Écosse qui ont remporté ce qui est qualifié de super majorité. Ils ont tellement une majorité importante qu'ils peuvent changer certaines lois comme celle-là sans avoir même besoin des 2 tiers de l'Assemblée, étant donné qu'ils possèdent déjà ces 2 tiers-là. Alors, c'est très intéressant à suivre qu'est-ce qu'ils vont faire de toute cette puissance-là. De mon côté, un simple mot, en fait, à la mémoire d'Antonine Maillet, qui est décédée cette semaine. Plein de gens qui lui ont rendu hommage bien mieux que je saurais le faire moi-même. Mais comme on est au café politique, j'ai pensé que ça serait pertinent de souligner le sens politique de Mme Maillet. Elle ne faisait pas de politique ni active ni passive. Elle n'était pas dans la partisanerie, bien sûr. Elle avait une voix forte, une crédibilité, et elle ne se gênait pas pour s'en servir quand elle sentait qu'il fallait le faire. On avait vu un excellent exemple en 2019, là, quand elle avait signé dans Le Figaro, un journal français, une lettre ouverte au président Emmanuel Macron dans laquelle elle lui demandait d'empêcher la fermeture du consulat de Moncton, une lettre qui a très certainement contribué à convaincre la France de revenir sur sa décision. M. Macron, qui l'a fait commandeur de la Légion d'honneur, qui a été la visiter chez elle l'année dernière aussi. Donc, elle avait une voix forte, elle n'hésitait pas à intervenir dans le débat public, pas tous les jours, même pas chaque année, je vous dirais, mais parfois, quand elle le sentait, elle n'hésitait pas à le faire. Elle aimait bien intervenir quand elle le sentait au moment opportun, avec un sens de la formule qui était, ma foi, à toute épreuve. Elle va nous manquer, Mme Maillet. Absolument. Puis je ne sais pas si vous le saviez, mais Robert Gauvin nous a dit cette semaine qu'elle avait été courtisée par les conservateurs pour être la candidate contre Jean Chrétien dans Beau Séjour à l'époque, mais qu'elle avait refusé. Oui. Et alors, elle a gardé cette distance-là, mais vous avez raison. Ouais, elle a quand même eu ses moments et je pense qu'on a tenté à peut-être plus d'une occasion de la recruter. Merci beaucoup, chers collègues du Café politique. François Gravel, on continue de lire vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle, bien sûr, et Jacques Poitras de suivre vos reportages à CBC. À la semaine prochaine, vous deux. Merci, à la prochaine. Bye. Merci beaucoup.